Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Première saison. La littérature en temps de crise. Marc Sonérico. Moi, je peux dire que la dictature, j'écris là-dessus parce qu'elle fait partie de mes bagages. Si ce travail sur la dictature était fait de manière responsable, je n'aurais pas vu les jeunes de mon pays, beaucoup de jeunes, trop de jeunes, aller accueillir Jean-Claude Duvalier au moment où il est retourné vivre en Haïti. Elle est une voix majeure des lettres haïtiennes. La solitude, l'exil, l'exclusion sociale, la dictature sont, entre autres, les thèmes de sa littérature. Sa production littéraire riche et variée comprend des romans, de la poésie, des nouvelles et même des livres de jeunesse. Son écriture est élégante, raffinée. Nous aimons le souffle de son œuvre, sa vision de l'écriture, mais surtout le rythme de ses phrases qui restent longtemps en nous. Terre des érudits. Bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, pour notre troisième épisode autour de littérature en temps de crise, nous recevons la romancière Marie-Célie Agnan pour ce nouvel épisode de Terre des érudits, une initiative de l'Institut français en Haïti. Bonjour Marie-Célie Agnan. Bonjour Marc Sony, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre podcast. Eh bien, je suis contente de pouvoir vous parler. Autrice de livres d'Emma, Femme au temps des carnassiers, La dot de Sarah, nouvelles d'ici, d'ailleurs et de là-bas, et bien d'autres. On va parler de la dictature. Mais juste avant, j'aimerais savoir ce que la thématique de cette série de podcasts évoque pour vous, Marie-Célie Agnan, la littérature en temps de crise. Bon, vous savez, moi je pense que personnellement, j'ai toujours écrit en temps de crise. Je crois que je n'ai jamais connu de temps autre que des temps de crise. Sans doute, ces époques ne portaient pas le nom de crise parce qu'on joue peut-être sur les mots. Et aujourd'hui, comme on vit ce que j'estime personnellement être une explosion à tout point de vue de nos sociétés, je crois que les crises ont toujours été là, sauf qu'on ne les nommait pas crises. Et aujourd'hui, au lieu de crise, au lieu de jouer sur les mots, on pourrait parler d'explosion. Enfin, voilà. Et écrire en temps de crise, pour moi, ça a toujours été le cas, en quelque sorte. Parce que d'être obligé de quitter son pays, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Il faut qu'il y ait un problème. Ça, je ne l'ai compris qu'à mon arrivée au Québec, comme j'étais quand même assez jeune. Il a fallu que je quitte Haïti à cette époque pour comprendre et pour connaître la véritable histoire de mon pays. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais dans les années, en 1973, sont arrivés beaucoup de Chiliens, beaucoup d'Argentins qui eux-mêmes vivaient sous la dictature dans leur pays. Ils sont arrivés chassés par Pinochet. Et là, j'ai pu faire le parallèle entre ce qu'était Haïti et, en quelques mots, j'ai pu apprendre l'histoire des peuples opprimés. Alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas toujours écrit en temps de crise. Pour moi, je découvrais les crises multiples, toute cette information à laquelle je n'avais pas accès lorsque j'étais en Haïti. Est-ce que vous êtes là, Marc Sony? Oui, je suis là. Votre œuvre est marquée par des thèmes engagés. Vous êtes une écrivaine de la mémoire. D'ailleurs, vous aviez cité dans un entretien cette phrase de Sartre. Nous sommes responsables de chaque silence. Qu'est-ce que vous a motivé souvent à évoquer la dictature dans votre œuvre? Pour ne pas être responsable de nos silences? Bon, d'une part, oui. Parce que par notre passivité, souvent, nous sommes complices du silence. C'est-à-dire, on comprend que dans certaines situations, les gens ne peuvent pas s'exposer, mais c'est-à-dire toute cette peur
qu'on nous insuffle, c'est-à-dire ce sont des choses qui nous rendent complices un peu de ce qui se passe autour de nous. Mais moi, je peux dire que la dictature, j'écris là-dessus parce qu'elle fait partie de mes bagages, tout comme j'écris sur la période coloniale, tout comme j'écris sur l'esclavage, tout comme j'écris sur les femmes. On écrit à partir de nos racines. Je n'aurais pu écrire sans parler de cette dictature. Et puis, jusqu'à un certain point, on ne choisit pas toujours. Il n'y a pas un choix délibéré de vouloir écrire sur la dictature, mais une nécessité, un besoin, un devoir également. Et je le sens, par exemple, j'ai écrit un livre qui est destiné aux enfants, aux adolescents, qui parle de la situation des boat people, des réfugiés. Un livre qui est écrit il y a 20 ans, mais qui est lu de manière vraiment incroyable jusqu'à présent, et je suis contente maintenant qu'on puisse le lire aux États-Unis. C'est une histoire qui se parle aux États-Unis. Mais j'ai écrit ce livre pourquoi? Parce que j'avais l'habitude de contrer des enfants qui n'avaient aucune idée du pourquoi de l'exil de leurs parents, pourquoi ils étaient nés à l'étranger, qu'est-ce que c'était Haïti. On faisait face en quelque sorte à des parents qui soit avaient honte de parler de leur pays, qui ne pouvaient pas, qui ne savaient pas, qui n'avaient pas le bagage nécessaire pour le faire. Et là, j'ai décidé d'écrire ce petit texte et j'ai rencontré des parents dans des salons du livre à Montréal, entre autres, qui me disent, mais vous ne pouvez pas imaginer les questions que ce livre soulève, parce que c'est un livre pour les enfants, mais je parle de l'oppression, je parle de ce que vivent les gens qui les obligent à quitter ce pays-là. Et je leur dis souvent, nous ne sommes pas des gens qui venons d'un pays pauvre, nous sommes des personnes qui venons d'un pays appauvri, et c'est différent. Alors, c'est un travail qui est nécessaire. Figurez-vous que j'ai lu il y a longtemps des mots d'un écrivain qui s'appelle Primo Levi, qui disait que, Auschwitz a fait de lui un écrivain. C'est une question de responsabilité. Quand on peut le faire, il faut le faire. Voilà, il ne s'agit que de ça. Et quelle expérience? Et je me dis, excusez-moi Marc, si ce travail sur la dictature était fait de manière responsable, je n'aurais pas vu les jeunes de mon pays, beaucoup de jeunes, trop de jeunes, aller accueillir Jean-Claude Duvalier au moment où il est retourné vivre en Haïti. Vous voyez, c'est un travail qu'il faut absolument faire. Voilà. C'était un lourdeau magnifique. Il se déplaçait plus lentement qu'un paresseux sur une branche. On ne lui connaissait aucune activité précise et il n'entretenait de relations étroites qu'avec la came. Mais je n'aurai jamais de mots pour décrire les châtiments auxquels le soumettait son père pour des vétilles. Simoneau père semblait possédé par un démon, à croire qu'il avait appris son art dans une école tenue par des colons négriers. Commandant des volontaires dans la ville de Caille-Jacmel, il n'avait pas son pareil pour inventer les crimes les plus odieux, ce qui faisait de lui l'égal de Rosa, de Nero, de Désir, Tiboulé, Gros Féfé, Ticabiche, Maître Loi, Boss Pinte et autres piliers de la dictature duvalieriste. On rapporte qu'il avait coutume d'enfermer ses prisonniers dans le coffre de sa voiture, attachés comme des crabes. Il allait du haut d'une falaise les jeter à la mer. Simoneau fils nourrissait, c'était évident, une irritation sourde face à ce monstre dont il était issu, mais il n'était lui-même qu'une lorque. Tout comme moi, il était empêtré dans ses contradictions. Je me liais avec lui d'une brève amitié faite surtout de compassion. Valait-il mieux grandir sans père ou avoir pour père un animal redoutable? Il doit aujourd'hui avoir trouvé refuge à Boca Raton, Miami, à Santo Domingo, repère de la faune duvalieriste. Extrait du roman Un alligator nommé Rosa de Marie-Célie Agnan. Quelle expérience personnelle ou historique qui vous ont le plus motivé à écrire sur la dictature? Le plus inspiré? Bon, l'expérience personnelle, c'est d'avoir passé toute mon enfance sous Duvalier.
et d'avoir connu la peur de ce qu'est une dictature, même lorsque j'étais une enfant, d'avoir vécu dans un pays où je me disais, où je pensais que seulement même pas de dire, de penser au mot Duvalier, vous auriez pu disparaître, d'avoir vu de mes yeux le feu brûler une maison où il y avait une famille entière, la famille Benoît, ça c'est quelque chose. Moi, j'allais à l'école au Sacré-Cœur de Turgeau. J'étais une enfant, j'avais sans doute 9 ans à l'époque, je ne sais trop. Et de voir les militaires braquer sur nous leurs fusils, supposément parce qu'on avait tiré sur le fils du président. Vous voyez, ça, c'est un souvenir qui demeure vivant en moi. Et je l'espère à tous ces gens de ma génération. Et de savoir que des gens ont péri dans cette maison. J'habitais ce quartier. Et de passer tous les jours par la suite devant cette maison qui était fermée, et je voyais les cendres par terre. Et dans ma tête d'une enfant de 9 ans, je trouvais ça très difficile parce que les adultes étaient terrifiés. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai compris la peur et le silence imposé par cette peur, parce que les adultes ne parlaient pas. Et le pire, c'était que, comme enfant, on n'avait pas le droit de poser des questions. Déjà, à cet âge, on sentait que le silence devait, nous habiter. Alors, je crois que c'est important d'en parler, c'est important que les gens connaissent, et je crois que je me suis toujours dit aussi que cette liberté, sans aucun doute, que me donne le fait de vivre à l'extérieur, il faut la mettre il faut en faire quelque chose. Et voilà, je me suis mise à écrire, mais je pense que je n'aurais pas pu vivre sans écrire. Et vous avez parlé tout à l'heure du lectorat des jeunes. Eh bien, ça a été pour moi une chance inouïe de commencer à écrire pour les jeunes parce qu'ils sont vrais. Ils ne mentent pas lorsqu'ils vous parlent de votre livre. Ils sont ouverts, ils sont généreux. Et c'est, figurez-vous, à cause de la générosité des jeunes lorsqu'ils me recevaient dans les écoles que je me suis mise à conter des histoires. Parce qu'un jour, en sortant d'une classe, je me suis sentie comme une prédatrice tant les enfants m'ont donné de bonheur. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'ai l'impression de leur prendre beaucoup. Et là, un jour, je me suis dit, peut-être que je pourrais leur conter une histoire. Et je me suis mise à conter des histoires et à en écrire par la suite. Voilà. Dans Femmes au temps des Carnassiers, Marie Céliane, vous racontez l'histoire de 3 femmes liées par une même nuit d'horreur. Leur quotidien vécu dans la tourmente, les tortures physiques et morales, les humiliations subies par des mères, des sœurs, des filles, des tantes. Avec ce livre choc, vous avez brisé des silences. Il y a beaucoup de violence dans ce livre, mais aussi beaucoup de douceur. La langue est belle et portée par un grand souffle. On ressent toute votre horreur de ce régime. Comment vous vous sentez après la publication de ce livre? Bon, je crois que ce livre, je me suis sentie bien après l'avoir écrit, dans le sens où cette histoire qui est basée sur ce qui est arrivé à une journaliste de notre pays, une des rares, qui, à l'époque de Duvalier, écrivait, menait son travail d'écrivain, mais écrivait sans doute des choses qui ne plaisaient pas. Juste le fait d'écrire, d'ailleurs, aurait pu la condamner, même d'écrire des banalités. Hein. Et cette femme, cette histoire est arrivée et, à mon avis, elle a été complètement oubliée, passée sous silence pour plusieurs raisons, les raisons politiques, mais aussi parce qu'elle était une femme. Figurez-vous que lorsque ce livre est sorti, j'ai même entendu un commentaire de quelqu'un qui a dit qu'au fait, la dictature en voulait plutôt au mari d'Yvonne Akim-Rimpel, mais pas à elle, personnellement. C'est une position tout à fait dévalorisante du rôle de la femme et je pense que juste à cause de ça, ce livre en valait la peine. Alors voilà, lorsque c'est par hasard, tout à fait par hasard que j'ai découvert un entrefilet d'un journal de l'époque qui a relaté cette histoire. Et moi, j'ai dit, mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'Yvonne Akim-Rimpel? Et j'ai commencé à interroger des personnes beaucoup plus âgées que moi qui me disaient de manière très, floue, oui, nous avions entendu parler de ça, c'était... Et puis voilà, Yvonne Akim-Rimpel avait été bâillonnée. Et voilà, j'ai commencé par écrire une nouvelle qui avait été publiée dans une revue féministe au Québec
et par la suite sur l'écriture des femmes. Et par la suite, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Je n'aurais pas trouvé la paix tant et aussi longtemps que je n'aurais pas écrit ce livre. Mais figurez-vous qu'au moment d'écrire ce livre, alors que j'écrivais, que je travaillais, j'étais habitée en même temps par l'histoire d'une autre femme qui, elle, était aussi journaliste iranienne, mais qui vivait au Canada, qui dans les années 2000 est partie écrire, faire un reportage photo dans son pays d'origine et qui n'est jamais revenue. Elle a été arrêtée, battue, torturée et elle est décédée des suites des tortures en Iran. Alors vous vous imaginez l'histoire d'Ivana Kim-Repel qui se passe dans les années 50 et le parallèle avec cette histoire des années 2000. Comme quoi nous sommes dans un monde où les mêmes histoires vont et viennent, recommencent. Et c'est à nous qui vivons, qui avons la possibilité de parler, de mettre les gens, de dire les choses, qui acceptons de le faire, de continuer à le faire. Alors voilà, c'était un devoir, tout simplement, envers les femmes de ce pays dont on ne parle pas souvent, les femmes de mon pays qui sont importantes, mais qui ne sont pas présentes. Regardez là, j'ai regardé les nouvelles. Haïti vit un moment pénible de son histoire. Enfin, ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Et on voit un conseil se mettre en place dans lequel il y a, je ne sais pas, 10 hommes qui se gonflent la poitrine et presque pas de femmes. J'en ai vu une, parce que je suis plus ou moins ce qui se passe dans le pays. Une femme. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? Il y a moins de femmes dans ce pays-là que d'hommes. Une société ne peut pas se construire sur ce modèle qui ne change jamais. Alors c'est à nous, les écrivains, à nous qui ont eu la chance, la possibilité de savoir lire, de savoir écrire, de dire les choses. Et moi, j'ai toujours compris que la littérature ne peut pas être tout simplement un outil pour, pour se faire valoir, un outil pour parler de soi, de ce qui se passe uniquement au niveau de notre nombril. Il faut que ça soit autre chose. Et c'est ce que j'ai choisi de faire de la littérature. Voilà, tout simplement. D'avoir une voix plurielle, des voix. J'ai toujours eu une voix singulière, la mienne, mais elle a toujours su rejoindre d'autres voix qui sont condamnées au silence. Dis Rosa, es-tu satisfaite de ce début? Tu vois bien, je n'ai pas perdu d'une seule parole émanant de la bouche de mes informateurs que j'ai repérés entre New York, Miami, Montréal. Je dois dire que par ta faute, je me suis retrouvé dans des déversoirs infects en compagnie de bavards impénitents, ratatinés dans leur impuissance et leur manque de courage et qui se plaisent à raconter ce qu'ils ont glané un peu partout sur cette dictature infernale. Avec stupéfaction, j'ai compris que les actes les plus atroces commis par les gens de ta clique se sont transformés en simples faits divers. Dans un café montréalais, j'ai vu un homme compter les yeux brillants, jouissant sans retenue le meurtre de Mona. Il ne savait pas qu'il parlait de ma sœur. L'eût-il su, cela ne l'aurait pas ralenti, je crois. Il décrivait avec passion ces événements d'avril 1964, comme s'il avait été présent. Avec précision, il donnait les détails insistant sur la baïonnette sanglante sur laquelle ce corps d'enfant avait atterri sans un bruit. Ce demeuré, admirateur secret du Führer dont il connaissait semble-t-il la vie sur le bout des doigts, se vantait d'avoir Le Prince et Mein Kampf comme livre de chevet. Sans état d'âme, il étalait les crimes commis par ce trio que formaient Nero, Désir et Juste Bertrand. Il aimait rappeler comment ce Nero aurait exigé de deux frères, dont l'un n'était âgé que de 17 ans, qu'ils creusent eux-mêmes la tombe dans laquelle il allait les faire descendre pour les y fusiller. Extrait du roman Un alligator nommé Rosa de Marie Célianian. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur cette thématique en Haïti, la dictature. Quel a été le livre ou l'auteur qui vous a le plus influencé dans votre démarche littéraire contre les dictatures, Marie-Célie? Ils sont nombreux et ils ne sont pas que haïtiens, mais si je parle d'Haïti, moi, les auteurs qui m'accompagnent en permanence sont Marie Vieux-Chauvet, Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain. C'était ma famille littéraire.
Il y en a d'autres, bien sûr, tout comme il y a plein. Moi, je lis des livres de tous les auteurs possibles et imaginables. Il y a un auteur que j'adore qui est sud-africain, André Brink. Il y a Nadine Gordimer. Il y a Lorca, qui pour moi est pratiquement, je l'ai déifié littéralement. Mais des auteurs haïtiens, ceux-là, ce sont mes pères et ma mère, voilà. Votre œuvre est animée par un profond désir de témoigner et de faire entendre des voix souvent oubliées. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire, Marie-Célie? Et quel est, selon vous, le rôle de la littérature dans la préservation de la mémoire et la lutte contre l'oubli? Bon, c'est-à-dire, je reviens encore à la question d'Auschwitz. Je me dis, si les gens n'avaient pas assumé leur responsabilité d'écrire sur cette période, aujourd'hui, je pense que, c'est-à-dire, les générations qui viennent n'auraient pas su ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et pendant que j'en parle, je veux en profiter pour dire que j'espère que beaucoup de gens écriront sur Gaza aujourd'hui pour que nous sachions, pour que les gens qui viennent après nous connaissent cette époque où l'on peut décider de rayer un peuple du monde dans lequel nous vivons et que nous recevons l'autorisation de le faire et que l'on regarde là impuissant les gens que l'on tue. Tout comme ça se passe en Haïti aujourd'hui, où un peuple vit dans un petit pays de la grosseur, de la taille d'un mouchoir de poche et se voit tout à coup envahi par une situation où il y a des armes incroyables, des armes de guerre sur cette petite île et où les gens se font tirer dessus et doivent s'enfuir et ils ne savent où. Il y a une guerre menée par le peuple contre le peuple à l'intérieur du pays, mais on sait que cette guerre vient d'ailleurs. On sait que ces gens sont nourris de l'ailleurs. Il faut que nous puissions écrire sur tout ça. Voilà. Il faut cette mémoire. Et comme je vous l'ai dit, c'est à ceux qui se sentent capables de le faire, de s'y mettre. Comme je vous dis, dans l'écriture, moi je dis souvent à ma table d'écriture, je suis avec tous mes bagages. Celle de l'enfant né en Haïti qui est obligé de partir à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, et de cette immigrante qui a dû apprendre à se créer un territoire intérieur, parce que de territoire, je n'en ai pas. J'ai dû créer ce territoire intérieur pour pouvoir me tenir debout comme personne. Parce que l'exil, c'est pas une plaisanterie. Et lorsque je suis en Haïti, les rares fois où je suis allée, que de gens me font comprendre que je ne suis pas chez moi. Vous voyez? Alors, cette mémoire m'aide aussi à me construire en tant que personne et aide d'autres personnes qui se trouvent également dans ma situation. Cette mémoire, c'est celle que je lègue à mes enfants nés à l'extérieur de ce pays-là et qui rêvent aussi d'Haïti. Parce qu'eux aussi souffrent d'être nés à l'étranger. On vit dans des systèmes où le racisme est présent, omniprésent et de plus en plus féroce. Au Québec, tout ce qui va mal, c'est sur le dos des immigrants qu'on le met. Ce n'est pas une partie de plaisir d'être un immigrant. Alors voilà, il faut écrire. Cette mémoire doit exister. Et voilà ce qui me pousse à écrire. Merci. Préserver cette mémoire. Merci beaucoup, Marie-Célie Agnan, pour votre intervention. Il n'y a pas de quoi, Marc Sony. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous. Nous vous rappelons que cette saison de littérature en temps de crise est une initiative de l'Institut français en Haïti dans le cadre de son podcast Terre des érudits. À bientôt.